bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie de cette édition. Ce matin, c'est Territoire Sénat qui démarre avec les titres de l'actualité parlementaire et politique. Saveria, rebonjour. Bonjour à tous. Gérard Larcher poursuit sa tentative de reconstruction de la droite. Le président du Sénat a réuni hier à Niort 70 élus de villes moyennes au menu des discussions. La désertification médicale, le statut de l'élu, le logement et la sécurité. Nous en parlerons avec Philippe Bas qui était hier dans les pas du président du Sénat. Ouverture de la session extraordinaire aujourd'hui avec un texte qui devrait être adopté, une loi contre les violences ordinaires faites aux enfants. La France deviendrait donc le 55e pays à interdire fessées, gifles et autres brimades. Les 2 tiers des réformes sont adoptées avec l'accord des deux assemblées. C'est un chiffre qui peut surprendre au regard des relations parfois rugueuses entre Sénat et majorité. Est-ce à dire qu'après avoir été le premier opposant à la politique de l'exécutif, le Sénat retrouve son rôle d'opposant constructif? Nous en parlerons avec le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier. Mais tout d'abord, l'Europe dans l'impasse ce matin après 20 heures de discussion hier à Bruxelles. Les 28 sont ressortis sans accord sur les nominations à la tête de la Commission européenne. Les chefs d'État et de gouvernement doivent de nouveau se retrouver ce matin pour tenter de trouver un accord. Barry Brémaud, bonjour, vous êtes à Strasbourg. Première journée pour le Parlement européen. Comment est l'ambiance sur place ? Peu importe si la situation semble dans l'impasse à Bruxelles entre les 28 États membres, ici à Strasbourg, on se met au travail dès aujourd'hui. À 10h, c'est la session inaugurale avec les 751 nouveaux députés présents dans l'hémicycle. Et puis dès demain, l'élection du président du Parlement européen, le président du Parlement européen qui est choisi pour 2 ans et demi renouvelables, soit une demi-législature. Il doit être élu à la majorité absolue. Le conservateur, l'allemand Manfred Weber, est d'ailleurs pressenti pour prendre la tête de ce Parlement. Alors, depuis hier, les députés européens de toute l'Europe affluent ici à Strasbourg. Côté français, nous avons aperçu Manon Aubry de la France Insoumise, Jordan Bardella du Rassemblement National, Pascal Canfin de Renaissance ou encore une tête bien connue chez Public Sénat, Fabienne Keller, l'ancienne sénatrice, a quitté la Haute Assemblée pour venir siéger ici au Parlement européen. Une grande responsabilité, nous disait-elle. Interdire les violences éducatives ordinaires, c'est l'objet d'un texte qui est examiné tout à l'heure alors que s'ouvre la session extraordinaire. Une loi qui interdit fessées, gifles et autres humiliations à l'encontre des enfants. La France deviendrait donc le 26e pays de l'Union européenne à adopter cette législation. Explication Adrien Develay. Le Parlement va-t-il finalement proscrire les violences éducatives ordinaires? Dans le collimateur de la commission des lois du Sénat, un geste jugé humiliant et violent pour les enfants, la fessée. Et les défenseurs de son interdiction ont bon espoir. On sent que la France est prête à appliquer, à mettre en place effectivement la Convention internationale des droits de l'enfant, à donner aussi sa place à des approches éducatives qui ne seront pas basées sur le droit de correction. En mars, le Sénat a déjà adopté une proposition de loi similaire. Le code pénal interdit déjà toute forme de violence physique envers les enfants. Toutefois, il existe une jurisprudence qui admet un droit de correction. En France, 85% des parents reconnaissent encore avoir recours à la fessée. L'enfant apprend évidemment par imitation et comme c'est une pratique évidemment beaucoup de présence et d'importance dans la société française, par reproduction de comportements, les parents continuent à utiliser de la petite correction donnée, par exemple au moment d'une mise en danger de l'enfant qui effraie le parent, jusqu'à des comportements qui effectivement peuvent être beaucoup plus graves. La proposition de loi a été adoptée presque à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Après le vote du Sénat, la France deviendra peut-être le 55e pays du monde à interdire la fessée. Voilà. On poursuit l'actualité parlementaire et politique avec dans une seconde le face-à-face. On reçoit Philippe Bas, le sénateur LR de la Manche, qui est avec nous. Bonjour Philippe Bas, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR de la Manche et bienvenue sur ce plateau ce matin. Merci. Bonjour Philippe Bas, l'exécutif a décidé de reporter sine die la réforme constitutionnelle. C'est un texte sur lequel bien sûr vous avez énormément travaillé en tant que président de la commission des lois du Sénat. J'imagine que vous regrettez ce report, mais soyons francs, est-ce que ce n'est pas au final un texte que le Sénat n'a jamais voulu ?
En réalité, notre démocratie a besoin de se moderniser. Et donc, la pire des solutions, c'est l'immobilisme dans ce domaine. Je ne parle pas simplement de la Constitution, mais en général de nos institutions. Grande région, grand canton, grande communauté de communes, perspective d'avoir 80 députés élus sur une liste nationale. Entendez bien, une liste nationale, ça veut dire des députés qui n'auront jamais eu à rencontrer un électeur et n'auront jamais à rendre compte à un électeur. Et tout ceci, ça fait que le lien démocratique qui unit le citoyen à ses représentants est en train de se distendre dangereusement. Et je pense qu'il faut que nous ayons ensemble, entre Français, une discussion sur cette situation. Et qu'on rapproche les centres de décision des citoyens. Et qu'on ait une grande réflexion là-dessus. Parce que la démocratie locale, c'est au cœur de la démocratie tout court. Et au fond, je dis, puisque le gouvernement veut se donner un temps de réflexion, que cette réflexion nous soit pleinement profitable et qu'elle nous conduise à trouver les voies d'un renouveau de la démocratie qui fasse que la démocratie ne se résume pas à un dialogue entre le président et le peuple français. Toujours sur ce sujet, Philippe Bas, je voudrais qu'on écoute Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Il était hier notre invité. Moi, il me semble que depuis un an, on a avancé plus tôt. Et moi, je ne désespère pas qu'on puisse aboutir sur ces questions-là. Sur la proportionnelle, on est sur un sujet plutôt Assemblée nationale. Sur la réduction, on est sur un sujet du Parlement. Et la manière dont on le fait et comment on représente les territoires, moi, je trouve qu'on a plutôt avancé. Et que donc, vous avez raison de dire que parfois, c'est idiot de se renvoyer la balle entre le Sénat et le gouvernement. Mais je crois qu'on a plutôt progressé et que les uns et les autres ont fait des pas les uns vers les autres. Je ne désespère pas que nous trouvions un accord. Est-ce que vous le croyez, Marc Fesneau? Et moi, j'espère que nous en trouverons un. C'est quand même singulier. Le texte va être présenté en Conseil des ministres et en même temps, le Premier ministre dit on ne le dépose pas au Parlement. Je crois que c'est important que nous puissions avancer, mais attention, pas n'importe comment. Un accord est possible à une condition, c'est qu'on ne fasse pas en France de désert démocratique et qu'on prenne en compte, à côté du nombre d'habitants, les territoires et les distances, pour que chaque Français ait le même accès à ses élus, même quand les distances sont grandes, parce qu'on a affaire à, par exemple, à de grands territoires ruraux. Eh bien, je crois que c'est pas si compliqué de réussir à s'entendre sur ce sujet. Philippe Bas, vous étiez hier à Niort avec Gérard Larcher pour un déplacement sur la décentralisation. Vous vous félicitez justement que la loi sur le statut de l'élu, qui a été annoncée par le gouvernement, qui arrive en examen à la rentrée, soit en grande partie justement issu des travaux du Sénat sur cette question? Ah c'est certain. On a attendu longtemps, mais ça vient. On va quand même pas bouder notre plaisir. Je crois qu'il y a sans doute, en lien avec l'actualité des derniers mois, une véritable prise de conscience qui nous va bien, nous, sénateurs, parce qu'on représente les collectivités territoriales. Le président Larcher, il fait 2 déplacements dans nos territoires. Il est au contact des élus régulièrement, mais chacun des sénateurs de France fait la même chose à sa mesure. Et nous avons une connaissance intime de la vie des territoires, de la démocratie locale, du service rendu à nos citoyens par nos communes, nos communautés de communes, nos départements. Et donc nous avons très tôt pris les devants pour dire la loi NOTRe, la fameuse grande loi NOTRe, il faut l'assouplir. Il faut, quand on a fait des grandes communautés de communes, rendre du pouvoir aux communes parce que le maire est au contact de sa population, la population exige des comptes à son maire, mais la communauté de communes, elle est plus loin. De la souplesse, s'il vous plaît, et de la liberté aussi, et des moyens, car on a renoncé en France à corriger le système des impôts locaux. On préfère les supprimer, mais le résultat, c'est que les communes, elles ne fonctionnent plus avec l'impôt, qui quand même crée un lien fiscal qui est aussi un lien démocratique entre habitants et communes, mais avec des dotations de l'État dont on ne sait pas ce qu'elles seront dans 5 ans.
Philippe Bas, un autre sujet, la situation à droite. Quelques mots sur Marion Maréchal et cette danse autour des élus de droite. Vous étiez hier, donc on l'a dit, avec Gérard Larcher, qui se veut l'un des artisans de la recomposition de la droite. Je sais que vous allez me dire que bien sûr vous condamnez ces démarches, hein, le dîner qui a eu lieu la semaine dernière avec les élus LR et Marion Maréchal, que la frontière doit être étanche, hein, c'est le discours que tient Gérard Larcher. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi y voir une certaine évolution naturelle de la droite au vu de la recomposition justement actuelle du spectre politique? Si je faisais une métaphore sportive, je vous dirais chacun doit courir dans son couloir. Sinon, c'est la confusion et la bousculade. Deuxièmement, je dirais, les appareils politiques ont vieilli. Il faut profondément les renouveler. Et le travail commence avec l'initiative de Gérard Larcher, c'est-à-dire partir du terrain et parler de choses concrètes, apporter des réponses aux attentes concrètes de nos concitoyens. C'est ainsi que le crédit des responsables politiques qui ont été choisis par les Français, qui doivent être proches d'eux, se rétablira progressivement. Est-ce que vous condamnez fermement ces contacts entre élus les Républicains et Marion Maréchal? Alors, comme vous aviez dit que je les condamnais, je ne l'ai pas répété, je vais le faire très clairement. Oui, je les condamne, bien sûr. Chacun doit affirmer ses propres convictions, brandir son drapeau, et dire ce qu'il est, ne pas se situer par rapport aux autres, mais par rapport à lui-même et par rapport aux Français qui sont en attente de nouveaux projets. Philippe Bas, venons-en maintenant à l'affaire Benalla. Vous avez été bien sûr le président de la commission d'enquête. La décision du parquet la semaine dernière de classer l'enquête contre Patrick Sreda. Comment vous l'analysez? Est-ce que c'est un désaveu de votre travail ou au contraire, est-ce que la justice est aux ordres de l'Élysée? Oh non, vraiment. Alors là, moi, je ne souhaite pas du tout polémiquer. Je vais vous dire, c'est simple. Chacun prend ses responsabilités. Nous avons pris nos responsabilités. Nous avons dit, parce que nous avons porté notre regard sur les conditions de la sécurité du président de la République, qu'il n'est pas normal qu'une personne qui n'est ni un gendarme d'élite, ni un policier d'élite, assume des fonctions de sécurité du président de la République. Non mais là, nous parlons du cas de Patrick Sreda. Ensuite de quoi? Nous avons en effet considéré qu'à partir du moment où on ne nous disait pas la vérité sous serment, nous devions transmettre au bureau du Sénat. Le bureau du Sénat a pris ses responsabilités lui aussi, en toute indépendance par rapport à la commission des lois qui ne siège pas. Et donc vous respectez la décision du parquet. Du Sénat. Et le parquet, qui, je vous le rappelle, dans notre code de procédure pénale, est seul chargé de ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, a dit que certes, une partie de la vérité ne nous avait pas été dite, mais comme 2 mois et demi après, nous avons reçu une fiche de poste qui indique, contrairement à ce qui nous avait été dit en juillet, que M. Benalla avait des responsabilités de coordination de la sécurité présidentielle, finalement, nous avons réussi à avoir toute l'information. Je vais vous dire une chose, ça n'a pas été si facile, parce que nous l'avons demandé par oral, nous ne l'avions pas reçu, nous avons fait une lettre, on nous a répondu qu'on ne pouvait pas nous la donner, nous avons fait une seconde lettre en disant « Mais messieurs, si un citoyen français, Madame Rojek par exemple, demande à la commission d'accès aux documents administratifs le même document, vous serez obligé de le lui donner, alors donnez-le-nous. » On a fini par nous le donner, et donc le parquet a considéré que finalement, mais c'est aussi le fruit de notre travail, nous avions eu toute la vérité, ce qui est vrai. Philippe Bas, l'entourage de Patrick Sreda a fait savoir la semaine dernière, après l'annonce de cette décision, qu'il attendait des excuses de votre part. Est-ce que c'est inélégant, inapproprié? Pourquoi ferais-je le moindre commentaire sur des rumeurs? Ce que je dois vous dire, c'est que cette affaire n'est en rien une affaire personnelle. C'est faux, on ne vous a pas demandé de vous excuser. Nous avons, bien sûr que non, mais nous avons, pris nos responsabilités. Le bureau du Sénat a pris les siennes, le parquet a pris les siennes, il ne poursuit pas, c'est sa responsabilité à lui. Dernière question sur ce sujet, on vous a désigné dans plusieurs enquêtes comme l'homme à abattre, selon l'Élysée. On a creusé dans votre passé. Comment vous avez vécu ces menaces quand la consigne était de tuer le Sénat? Écoutez, tout ceci est hors de propos. Je ne veux pas le croire. Quand les institutions de notre démocratie fonctionnent normalement, qui pourrait s'en plaindre? Quand dans notre démocratie des pleins pouvoirs, avec
un président qui a autorité sur le Premier ministre, qui domine la majorité à l'Assemblée nationale, a face à lui un contre-pouvoir qui ne fait jamais d'obstruction, mais qui remplit simplement ses missions. Ça n'est pas le Sénat qui a inventé l'affaire Benalla. Le Sénat s'est trouvé avec ce dossier à traiter, il s'est efforcé de le traiter objectivement, impartialement, et il l'a fait. Dans la transparence, devant tous les Français qui ont pu se faire leur opinion. La vérité a progressé avec cette commission d'enquête. Ah ben ça c'est certain, bien sûr, on a tout vu. Très bien, merci Philippe. Je vous ramène au territoire, Merci. Philippe Bas. Réorganisation des finances publiques de la Manche. Certains sont inquiets. Les territoires ruraux ont pris l'habitude de batailler pour préserver la présence de services publics nécessaires à la vitalité des campagnes. Vous êtes sénateur de la Manche. C'est quoi? C'est la concentration des services des impôts, par exemple? C'est le numérique qui est en jeu? Vous allez aussi batailler pour cela? Je suis très content de votre question. Nous allons, avec le député Philippe Gosselin et mon collègue Jean Bizet, demain, ou après-demain, cette semaine en tout cas, rencontrer la directrice des finances publiques de notre département. Il n'y a pas que les trésoreries, il y a tous les services publics qui s'éloignent. Or, ce que nous vivons au quotidien, c'est qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui, bien sûr, sont maîtres d'Internet. Mais j'ai aussi, dans mon département, comme dans tous les départements de France, des personnes en grande difficulté. S'il n'y a plus de contact humain, s'il n'y a plus de lieu pour s'expliquer, parfois même maladroitement, mais avec le temps nécessaire, alors ce sentiment d'être des oubliés de la République, des exclus de nos institutions risque de progresser. C'est ce que vous entendez sur le terrain? Mais non seulement je l'entends, mais je le vis parce que moi, je reçois nos concitoyens dans les permanences. Et ce travail que l'État ne fait pas toujours, je m'applique à le faire. Je prends mon crayon, je prends des notes. Ensuite, j'essaye de régler les problèmes des gens qui viennent me voir. Simplement, parfois, ils n'ont besoin que d'une information. Ils tombent sur les messageries téléphoniques, tapez 1, tapez 2, tapez 3, tapez 4. Ils sont perdus. On a besoin de recréer du lien humain, de l'accompagnement de nos concitoyens. S'il n'y avait pas les maires, d'ailleurs, eh bien, beaucoup de nos concitoyens seraient très en difficulté, parce que le maire, c'est celui qu'on va voir quand on ne sait plus à quelle porte frapper. Et si lui n'a pas la réponse, eh bien, il va la trouver. Merci Philippe Bas, sénateur LR de la Manche, préoccupé par cette affaire. Merci beaucoup Philippe Bas. Merci. Ruraux et de leur bataille pour préserver donc la présence des services publics. Qu'est-ce qui se passe au Sénat? Alors à 9h30, c'est l'ouverture bien sûr de la session extraordinaire avec notamment la proposition de loi autour de l'interdiction des violences éducatives ordinaires, un texte qui devrait être adopté à 15h30, des auditions importantes devant la commission d'enquête sur la souveraineté numérique. Nicolas Lerner, c'est le directeur général de la DGSI qui va être entendu, audition alors que les affaires d'espionnage et de vol des données personnelles se multiplient. Puis enfin à 17h, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, est auditionné dans le cadre de l'examen de la loi énergie et climat, audition devant la commission du développement durable. Merci Saveria. Voilà ce qui se passe au Sénat. Et maintenant, on passe à l'œil 2 dans un instant. C'est Jean-Philippe de Rosier qui arrive sur ce plateau. Bonjour Jean-Philippe de Rosier, merci d'être avec nous ce matin pour nous éclairer. Bonjour Jean-Philippe de Rosier. C'est la fin de la guerre entre l'exécutif et le Sénat. Depuis un an, les deux chambres ont trouvé des accords sur les 2/3 des réformes en cours. Est-ce à dire en fait que les relations ne sont pas si tendues entre gouvernement et exécutif? Elles ne sont jamais tendues, mais il y a une tension permanente, si vous me permettez. C'est-à-dire que au Sénat, on fait toujours œuvre de constructivisme, d'opposition constructive. Comme l'a très bien dit Gérard Larcher, on ne dit jamais non par dogmatisme et jamais oui par discipline. C'est-à-dire que au Sénat, on construit les textes. Si ça conduit à un clash avec l'exécutif, et bien ça conduira à un clash avec l'exécutif. Et si l'exécutif est prêt à entendre les arguments du Sénat, effectivement, ça permet d'avancer. C'est pas du dogmatisme pour la droite sénatoriale de refuser, par exemple, par principe, la privatisation d'aéroports de Paris? Alors je ne crois pas que ce soit la droite sénatoriale, parce que je crois qu'au contraire, le refus de la privatisation d'aéroports de Paris concerne tous les partis politiques, à l'exception d'un seul, celui de la majorité gouvernementale. C'est donc en tout cas le retour du Sénat constructif que Gérard Larcher avait théorisé en début de mandature.
Oui, mais encore une fois, on s'inscrit dans une continuité parce que, effectivement, on a toujours l'impression que le Sénat s'oppose au gouvernement parce qu'il y a des textes emblématiques. Et là encore, même sur cette session 2018-2019, il y a eu des textes emblématiques, la loi sur la justice, la loi sur asile et immigration, où le Sénat a dit non. Et on est allé à une CMP qui n'a pas été conclusive. Et, la reconstruction Notre-Dame de Paris, ça aussi, également. Et donc, il y a le dernier mot à l'Assemblée nationale. Mais il y a beaucoup de textes dont on parle moins, où effectivement il y a cet accord. Et c'est ça qui fait effectivement grimper la statistique. Et il y a un texte emblématique où il y a eu un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est notamment la loi anti-casseurs, mais parce que ça provenait également d'une proposition de loi initialement de la majorité sénatoriale. Donc ils s'y sont évidemment ralliés, même si le gouvernement l'a modifié. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a ce Sénat, cette opposition constructive qu'a théorisé Gérard Larcher, mais qui ne date pas de Gérard Larcher, qui était bien antérieur à Gérard Larcher, et qui, à mon sens, se poursuit, parce que si l'on voit avant même le début de la législature, donc avant 2017, avec François Hollande, après 2014, donc on parle bien à un moment donné où Jean-Pierre Bel n'était plus président, il y avait là aussi un certain nombre de textes qui étaient adoptés avec l'accord du Sénat. On était dans une statistique qui n'était pas très éloignée de celle qui a été publiée ces jours-ci. En clair, la démocratie fonctionne, nos institutions fonctionnent, quelles que soient les couleurs des chambres. Si donc les relations entre le Sénat et l'exécutif ne sont pas si tendues, est-ce que ce n'est pas aussi parce que la perspective de la réforme constitutionnelle s'est grandement éloignée ? Alors, c'est possible que ça contribue à pacifier un petit peu les choses, à pacifier les relations entre le Sénat et l'exécutif, et notamment le président de la République, parce que, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les relations ne sont jamais tendues, mais il y a une tension permanente. Si on enlève les sujets de cette tension, eh bien, on retombe dans des relations plutôt harmonieuses entre les deux. Là, l'invité précédent, le président Bas, disait que la révision constitutionnelle pourrait revenir. Hier, Marc Fesneau a dit que là aussi, il n'y avait pas un abandon total. C'est vrai qu'on en parle moins et que les sujets de crispation de la révision constitutionnelle, on essaye de les démêler. Moi, je vais vous dire franchement, la révision, je n'y crois pas. Et il est fort possible qu'effectivement, ce soit ça qui permette de conduire à des relations plus pacifiques entre le Sénat et l'exécutif. Merci beaucoup, Jean-Philippe de Rosier. Merci Jean-Philippe de Rosier. Merci. Revenez vite. Au revoir, merci. La semaine prochaine, merci. Absolument. À la une maintenant de la presse quotidienne régionale dans un instant. On démarre avec la une de l'Ardennais. Ce sont des maisons au service des habitants ce matin. Édouard Philippe l'avait annoncé dans son discours. Des maisons France Service vont voir le jour. Objectif, rassembler les services de l'État en un seul lieu dans chaque canton pour faciliter les démarches administratives. Jacqueline Gourault, la ministre, a annoncé 230 millions d'euros pour financer ces maisons. Des maisons qui, si on y regarde de plus près, existent déjà. Elles s'appellent Maisons de service au public. Leur existence a été consacrée par une loi d'avril 2000. Selon les chiffres du Commissariat général à l'égalité des territoires, 1600 maisons étaient déjà ouvertes ou en cours d'ouverture. La marche n'est donc pas si grande pour atteindre l'objectif des 2000 maisons, objectif annoncé par le président Emmanuel Macron. Dans Vaucluse matin, eh bien, c'est les feux de forêt cet été avec le lancement de la campagne contre ces feux. En plein épisode de canicule, les pompiers sont sur le pied de guerre pour affronter les incendies de l'été à Lagnes. Ils ont lancé la saison estivale des feux de forêt, synonyme bien d'une plus grande vigilance jusqu'à la mi-septembre, vu d'effectifs et d'équipements, aux côtés de tous leurs partenaires habituels, gendarmes, Office national des forêts. Cette année encore, tous seront particulièrement vigilants, notamment dans les massifs du Luberon, du Ventoux ou encore des monts de Vaucluse. Le Télégramme s'intéresse au cannabis médical, des ambitions en Bretagne. On le sait, le cannabis thérapeutique pourrait bientôt être expérimenté en France. Objectif, soulager les douleurs chroniques de certains patients en Bretagne. Eh bien, une filière est en train de se mettre en place. Il existe déjà des champs de chanvre alimentaire biologique, c'est à Gouarec. La Bretagne bénéficie d'un climat idéal pour cultiver le cannabis. Pas de fort écart de température ni de pluviométrie. Et puis le bien public s'intéresse au traitement des cancers. C'est la révolution qui est en marche à Dijon. Voilà, c'est au centre Georges-François Leclerc de Dijon, un équipement de radiothérapie révolutionnaire qui est en train d'être mis en place. Il n'en existe qu'une dizaine dans le monde. Il s'agit d'une technologie innovante qui est adaptée aux tumeurs mobiles et très petites. C'est le cas des cancers du foie, du pancréas, du poumon.
de la prostate ou encore les cancers colorectaux. Cet équipement révolutionne la radiothérapie en utilisant l'IRM pour guider les rayons en lieu et place du scanner. Et c'est la Coupe du Monde féminine et c'est 20 000 Américains qui sont attendus à Lyon et c'est dans le Progrès, bien sûr. Ouais, c'est un choc au sommet, une finale avant l'heure. C'est ce soir que l'Angleterre affronte les États-Unis au Groupama Stadium. Des milliers d'Américains ont déjà envahi les rues de Lyon avec leur succès en quart de finale contre les Bleus. Eh bien, les Américaines ont égalé le record de 10 victoires consécutives en Coupe du Monde. Et elles sont, ce soir, bien sûr, les grandes favorites. On va suivre ça, merci Saveria. On vous retrouve demain. Oui, très bonne journée à tous. Très bonne journée et à demain. Nous, on continue dans un instant. La météo des territoires de Gilles Mourou, le temps qu'il fait en France, ça se refroidit, enfin façon de parler en tout cas. La canicule s'en va peu à peu. Puis le zapatin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. Et puis on se retrouve juste après. On regarde ça. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Trois jours après l'intervention musclée à coups de gaz lacrymogène des forces de l'ordre contre des militants écologistes, le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à l'IJPN, la police des polices, pour violence volontaire. Lorsqu'on voit ces images, évidemment, elles sont choquantes. On ne peut pas dire autre chose. Pour autant, et je crois que c'est cela qui est important, le ministre de l'Intérieur a demandé qu'une enquête soit conduite sur la manière dont les choses s'étaient passées. Il y a là, aujourd'hui, effectivement, dans notre pays, un problème avec ce gouvernement qui, visiblement, ne sait pas organiser, faire en sorte que les consignes soient suffisamment claires pour que ces exactions ne puissent pas être commises. Ces techniques, elles sont importées des États-Unis. On les a beaucoup vues il y a quelques années, où elles ont vraiment choqué, en fait, à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est la France qui dit qu'elle doit revoir sa doctrine du maintien de l'ordre et qui fait exactement ce qu'elle condamnait il y a quelques années. Nous avons terminé cette journée sur ce qu'il convient d'appeler un échec. Parce qu'aucun résultat n'a été trouvé. Et je pense que c'est une très mauvaise image que nous donnons à la fois du Conseil et de l'Europe. Donc personne ne peut être satisfait de ce qui vient de se passer durant tant d'heures. Angela Merkel est en bout de course et Emmanuel Macron a été trop arrogant. Il a beaucoup agacé les autres chefs de l'État. Et du coup, il n'y a plus non plus l'autre moteur de l'Europe. Quand il n'y a pas de leadership, il y avait un couple qui était un couple moteur, le couple franco-allemand. Et on ne parvient pas à s'entendre. Moi, je pense que dans ces cas-là, il faut que ce soit la démocratie qui ait le dernier mot. C'est-à-dire que le président de la Commission doit être issu du premier parti qui a réussi les élections, c'est-à-dire C'était comme ça que ça se passait avant. Le PPE, c'est-à-dire le PPE. Et on était dans un mur. Alors, parce qu'on a un parti conservateur, le PPE, qui aujourd'hui... Qui est le parti d'Angela Merkel. Oui, mais qui est aussi un parti qui a pendant des années considéré que l'Europe, c'était son affaire. Il y avait la présidence de la Commission, il y avait des élections, on savait déjà avant les élections ce qui allait se passer, après les élections, c'était simple. Et en fait, il y a un changement. Il y a eu un changement en Europe. Qu'il pactise avec Bolsonaro, qui massacre la forêt amazonienne, qui a réautorisé des centaines de pesticides jusque-là interdits. Cet accord avec le Brésil de Bolsonaro, c'est une honte pour l'Europe. Est-ce que les partis traditionnels allaient faire leur mutation, leur conversion écologique? La réponse est malheureusement non. Est-ce qu'il fallait s'allier avec les uns, les autres, en espérant jouer le rôle d'aiguillon? C'est un échec. Donc il faut maintenant une écologie indépendante qui, effectivement, prépare l'exercice du pouvoir, et c'est le travail auquel nous allons nous atteler maintenant.
Voilà, merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité constante. Demain, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sera notre invité politique. D'ici là, passez une bonne journée. On se retrouve aux mêmes heures. Au revoir.